Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo dans notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui à propos d'un thème très important qui est la fièvre éruptive. D'abord, lorsque vous approchez un enfant avec une éruption cutanée, la première étape consiste à le classer dans l'une des 4 catégories suivantes: éruption cutanée maculopapuleuse, vésiculaire, péticiale ou purpurique et d'escamante. Une éruption maculopapuleuse a des macules qui mesurent jusqu'à 5 mm de diamètre et sont complètement plates, ce qui signifie que vous ne pouvez pas les sentir si vous passez votre doigt dessus. Il y a également des papules qui sont des bosses surélevées pouvant atteindre 1 cm de diamètre. Une éruption vésiculeuse a des vésicules qui mesurent jusqu'à 5 mm de diamètre et ressemblent à des cloques transparentes remplies d'eau liquide. Une éruption péticiale et une éruption purpurique ont toutes les deux des taches plates, rouge-brun, qui représentent un saignement dans la peau. Ces taches ne blanchissent pas, ou plutôt ne blanchissent pas lorsqu'elles sont pressées. Si les taches mesurent de moins de 2 mm de diamètre, il s'agit d'une éruption péticiale. Et si les taches mesurent de plus de 2 mm de diamètre, il s'agit d'une éruption purpurique. Enfin, il existe des éruptions cutanées desquamantes qui provoquent une desquamation de la peau, comme après un coup de soleil. Les éruptions maculopapuleuses, la première est l'érythème infectieux ou 5e maladie, qui est causée par le parvovirus B19. Le virus provoque des symptômes pseudo-grippaux accompagnés de fièvre qui durent de quelques jours. En règle générale, juste au moment où les symptômes commencent à s'améliorer, une éruption cutanée apparaît sur les deux joues, souvent appelée éruption joue-giflée. Il peut également y avoir une éruption cutanée maculopapuleuse et une dentelle sur le corps, qui devient plus importante après une exposition au soleil ou à la chaleur. La plupart du temps, tout se résout en une semaine, mais il peut parfois y avoir des complications comme l'anémie, dues à une production réduite de réticulocytes qui dure quelques semaines. Cela peut être dangereux chez les enfants atteints de maladies hémolytiques chroniques comme la drépanocytose, qui dépendent d'un nombre élevé de réticulocytes et peuvent avoir une crise aplasique. Ainsi, dans ces situations, des transfusions de concentrés de globules rouges peuvent être nécessaires. De plus, si une femme enceinte attrape le parvovirus B19, elle peut transmettre l'infection à son fœtus. Le virus peut pénétrer dans la moelle osseuse du fœtus et provoquer une anémie appelée hydrops fetalis, et généralement mortelle, entraînant un avortement spontané. Un diagnostic peut être posé en identifiant l'immunoglobuline M spécifique de la parvovirus B19 ou des anticorps IgM ou par PCR. Aucun antiviral spécifique n'est utilisé et aucun vaccin n'est disponible. Vient ensuite le virus de la rougeole, qui est l'une des maladies infectieuses les plus contagieuses. Au départ, il provoque de la fièvre, de la toux, coryza qui signifie un nez bouché, et une conjonctivite suivie d'une éruption cutanée. L'éruption commence sur les muqueuses et ressemble à de petites taches blanches à l'intérieur des joues en face des molaires, comme de petits grains de sable. Après cela, il y a une éruption maculopapuleuse qui se déplace dans une direction céphalo-caudale. Il commence à la tête au céphalo et descend jusqu'aux extrémités caudales. Il s'estompe en quelques jours, laissant derrière lui la toux comme symptôme persistant pendant encore plusieurs semaines. Dans de rares cas, la rougeole peut endommager les poumons, les intestins et le cerveau et entraîner des complications telles que la pneumonie, la diarrhée et même l'encéphalite. La rougeole supprime également le système immunitaire jusqu'à 6 semaines, ce qui permet des surinfections bactériennes comme l'otite moyenne et la pneumonie bactérienne. Une autre complication grave qui survient généralement environ une décennie après la maladie initiale est la panencéphalite sclérosante CBG. Le diagnostic de la rougeole se fait par détection des anticorps IgM spécifiques de la rougeole ou par PCR. Il n'y a pas de traitement spécifique. La prise en charge vise donc à traiter les surinfections, à fournir des liquides adéquats et à soulager la douleur. Les enfants gravement malnutris courent un risque élevé de complications et de décès. Et on leur donne de la vitamine A
qui agit comme un immunomodulateur qui stimule la réponse immunitaire à la rougeole. La rougeole peut être prévenue grâce à un vaccin ROR, au vaccin rougeole Orion-Rubéole, qui est une immunisation vivante atténuée, administrée entre 12 et 15 mois, puis entre 4 et 6 ans. Enfin, lors d'une épidémie, le vaccin contre la rougeole et les immunoglobulines anti-rougeoleuses peuvent être administrés aux contacts familiaux qui ne sont pas immunisés, ainsi qu'aux personnes à haut risque, comme les femmes enceintes et les jeunes nourrissons pour aider à empêcher les autres de tomber malades. Maintenant, la rubéole est également connue sous le nom de rougeole allemande ou de rougeole de 3 jours. C'est une maladie plus bénigne que la rougeole qui ne provoque souvent aucun symptôme. Vous pouvez penser à un allemand en manière douce qui sonne doucement une cloche pendant 3 jours. Le virus provoque des symptômes pseudo-grippaux ainsi qu'une lymphadenopathies post-auriculaire et sous-occipitale sensible. Chez certains enfants, il y a une éruption cutanée avec de minuscules taches rouges sur le palémo, appelée tache de Forchheimer. Peu de temps après, il peut y avoir une éruption maculopapillaire généralisée qui commence généralement derrière les oreilles et progresse jusqu'au tronc et aux extrémités, épargnant les paumes des mains et les plantes des pieds. Cette éruption disparaît généralement en quelques jours, mais si l'infection survient chez une femme enceinte, elle peut provoquer un syndrome de rubéole congénitale qui provoque une triade classique de perte auditive, de cataracte et de malformation cardiaque. Le diagnostic de la rubéole peut être fait avec des anticorps anti-rubéole IgM ou PCR. Aucun traitement spécifique n'est disponible, mais la maladie peut être prévenue avec le vaccin rougeole Orion-Rubéole. Enfin, il y a la rosiole, également appelée exanthème CB, qui est causée par l'herpès virus humain 6, HHV6 et le HHV7. Ces virus provoquent des symptômes pseudo-grippaux ainsi qu'une fièvre extrêmement élevée, ce qui peut déclencher des convulsions fébriles chez certains enfants. En règle générale, la fièvre disparaît rapidement et une fois terminée, un enfant développera une éruption maculopapillaire qui commence sur le tronc puis se propage au visage ou aux extrémités. Cette éruption disparaît généralement en quelques jours. Le diagnostic est clinique, il n'y a pas de traitement et il n'y a pas de vaccin. Passons aux éruptions vésiculaires. Tout d'abord la varicelle, qui est causée par le virus varicelle zona ou VZV en abrégé. La varicelle est très contagieuse et provoque initialement des symptômes pseudo-grippaux suivis d'une éruption prurigineuse intense. L'éruption commence généralement sur le tronc, puis se propage vers l'extérieur, couvrant finalement tout le corps, y compris le cuir chevelu. L'éruption a des vésicules sur une base érythémateuse, parfois appelée goutte de rosée sur pétale de rose. Mais cela fait vraiment une injustice à la sensation. Les vésicules apparaissent en groupe ou en culture, et tandis que certains s'ulcèrent puis guérissent, puis de nouvelles apparaissent, de sorte que les vésicules sont dans toutes les différentes phases de guérison. Parfois, les plis peuvent être surinfectés, entraînant une cellulite. Il peut également y avoir des plis douloureuses sur les surfaces muqueuses, comme dans la bouche. Habituellement, tout se ressent en une semaine environ. Malheureusement, chez les personnes immunodéprimées, il peut y avoir des complications graves telles qu'une encéphalite ou une cérébellite qui provoquent une ataxie. Chez les femmes enceintes, la varicelle au cours des premiers ou des deuxièmes trimestres peut entraîner un syndrome de varicelle congénitale chez le fœtus en développement, qui peut provoquer une atrophie des membres, des anomalies oculaires et neurologiques. Maintenant, une fois qu'un enfant se remet de la varicelle, le virus reste dormant dans les ganglions nerveux. Des années plus tard, si le système immunitaire s'affaiblit, le virus peut se réactiver dans quelques dermatomes, comme les bulbes de tulipe qui poussent au même endroit des années plus tard, c'est ce qu'on appelle le zona. Dans le zona, il y a généralement de la douleur, des démangeaisons ou des picotements dans le dermatome réactivé. Ainsi, l'éruption ressemble à une seule bande de vésicules autour des côtés gauche ou droit du corps ou sur un côté du visage. L'éruption disparaît en un mois, mais il peut y avoir une douleur dans le dermatome affecté qui dure plus de 90 jours, appelée névralgie post-zostrienne. Le diagnostic est principalement clinique et dans le passé, le frottis de zinc était effectué, c'est-à-dire lorsque le liquide vésiculaire est examiné à la recherche de cellules épithéliales géantes multinucléées avec des inclusions éosinophiles. Dans nos jours, les anticorps IgM varicelle zona ou la PCR varicelle sont effectués à la place. Le traitement de la varicelle et des zonas comprend les crèmes apaisantes topiques et des médicaments antiprurigineux ou dans les cas plus graves des antihistaminiques oraux,
comme le ceftriaxone, pour aider à réduire les démangeaisons. De plus, les analgésiques et les anti-inflammatoires peuvent aider, mais l'aspirine ne doit pas être utilisée car cela peut déclencher le syndrome de Raynaud. Chez les personnes immunodéprimées, l'aciclovir, le famciclovir ou le valacyclovir sont commencés dans les 24 premières heures suivant l'éruption cutanée. Enfin, la prophylaxie contre la varicelle implique un vaccin vivant atténué qui est administré en 2 doses, la première à l'âge de 2 à 15 mois et une seconde dose à l'âge de 4 à 6 ans, souvent associé à un vaccin ROR. De même, le vaccin vivant contre le zona est administré aux personnes de plus de 60 ans. Enfin, si une personne en bonne santé est exposée à une personne atteinte de varicelle ou de zona, elle devrait recevoir une dose de vaccin contre la varicelle dans les 3 à 5 jours suivant l'exposition si elle ne l'a pas déjà fait. D'autre part, les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes et les prématurés devraient recevoir des immunoglobulines varicelle zona ou VZIG dans les 10 jours suivant l'exposition. Très bien, maintenant une autre éruption vésiculeuse est la fièvre aphtèse et elle est causée par le groupe A de Coxsackie virus. Le virus provoque des symptômes pseudo-grippaux ainsi que des douleurs buccales et après quelques jours une éruption cutanée éclate. Il existe de petites vésicules sur une base érythémateuse, sur les mains, les pieds et à l'intérieur de la bouche. Les premières lésions apparaissent sous forme de plis douloureuses sur la muqueuse buccale, la gencive, le palais mou et la langue. Peu de temps après, de petites vésicules douloureuses apparaissent sur la paume des mains et la plante des pieds. La plupart du temps, tout se résout en une semaine, mais il existe de rares complications comme la méningite virale et l'encéphalite. Le diagnostic peut être fait à l'aide d'un prélèvement de gorge ou d'un échantillon de sel peut être prélevé pour une culture virale ou une PCR. Le traitement consiste généralement en des analgésiques et une hydratation adéquate, en particulier parce que la douleur buccale peut rendre l'alimentation inconfortable et aucun vaccin n'est disponible. Ensuite, les éruptions péticiales hyperpériques peuvent être dues à une infection sévère à Neisseria meningitidis qui touche classiquement les adolescents et les jeunes adultes. Au départ, il provoque des symptômes pseudo-grippaux, mais si la bactérie pénètre dans la circulation sanguine, elle peut provoquer une septicémie et une méningite. Et si l'inflammation endommage les parois des vaisseaux sanguins, et de minuscules vaisseaux sanguins se rompent, permettant au sang de s'infiltrer dans la peau, provoquant une éruption péticiale ou purpurique, principalement sur le tronc et les jambes. L'éruption cutanée est importante à reconnaître car elle signale généralement qu'une personne a une infection grave. Le diagnostic repose sur une coloration de gram positif ou une hémoculture pour Neisseria meningitidis. Pour traiter l'infection, une antibiothérapie intraveineuse doit être débutée d'emblée par une céphalosporine de 3e génération comme la ceftriaxone ou le cifotaxime pendant 7 à 10 jours. La prophylaxie pour les contacts familiaux, les colocataires et ceux qui ont été exposés à des sécrétions orales, par exemple par des baisers, cela devrait commencer dans les 14 jours suivant l'exposition et comprendre 2 jours de rifampicine ou une dose unique de ciprofloxacine ou de ceftriaxone. Il existe un vaccin conjugué contre le méningocoque, contre les sérotypes A, C, W135 et Y, qui peut être administré aux enfants de 11 à 12 ans avec une dose de rappel à 16 ans. De plus, les personnes à haut risque de plus de 10 ans, comme celles présentant des déficits du complément ou une asplénie, ainsi que tous les adolescents et les jeunes adultes âgés de 16 à 23 ans, doivent également se faire vacciner avec le vaccin contre le méningocoque du sérotype B. Cela doit être différencié d'une autre éruption péticiale purpurique, mais non infectieuse, causée par une vascularite des petits vaisseaux médiés par les IgA, appelée purpura de inox conla ou HSP. Il s'agit de la vascularite infantile la plus courante et elle fait généralement suite à une maladie virale aiguë qui affecte les voies respiratoires supérieures. Dans ce cas, l'éruption cutanée consiste en un purpura palpable, généralement sur les fesses, le dos et les membres inférieurs, et s'accompagne d'une fièvre légère, arthrite, affectant les grosses articulations et douleurs abdominales. Et parfois, il y a une atteinte rénale provoquant une hématurie. L'HSP se résout généralement d'elle-même en un mois, mais elle peut se reproduire. Pour le diagnostic, les tests de laboratoire révèlent une augmentation des IgA sériques et les biopsies cutanées rénales montrent également la présence de dépôts d'IgA. Le traitement consiste généralement en des analgésiques, du repos et une hydratation adéquate
et dans les cas graves, des stéroïdes sont utilisés. Enfin, une éruption cutanée d'escamote peut être due à la scarlatine, qui est causée par Streptococcus pyogenes ou streptocoque du groupe A. Cela se développe dans les 48 heures suivant certains cas, mais pas tout, d'amygdalite aiguë ou d'angine streptococcique. L'angine streptococcique provoque une forte fièvre, des excidats amygdaliens, une langue de fraise rouge vif et une lymphadénopathie cervicale. Si l'éruption se développe, elle est généralement de couleur écarlate, prurigineuse et la peau ressemble un peu à des papiers de verre. L'éruption commence sur le cou et se propage rapidement jusqu'au tronc et aux extrémités, avec des traits rouges dans les plis inguinaux, axillaires et des coudes, appelés l'inidopastia. Après environ une semaine, l'éruption s'estompe et commence à se desquamer, ce qui signifie que la peau commence à se décoller en flocons, qui commencent généralement sur le visage et se déplacent vers le bas sur le corps. La desquamation peut durer jusqu'à 6 semaines. Le diagnostic repose sur une culture de la gorge, un test streptococcique rapide, ainsi qu'un taux élevé de streptolysine O ou DASLO et d'antidésoxyribonucléase B ou d'antiadéanase B. Si ceux-ci sont positifs, le traitement comprend de la pénicilline V orale ou des macrolides chez les personnes allergiques et doit être poursuivi pendant 10 jours. L'infection de l'angine streptococcique du groupe A peut entraîner d'autres complications telles que le rhumatisme articulaire aigu, la glomérulonéphrite post-streptococcique et le PANTA, qui signifie troubles neuropsychiatriques auto-immuns pédiatriques associés aux infections streptococciques. La scarlatine doit être distinguée de la maladie de Kawasaki, qui est une vascularite des vaisseaux de taille moyenne. Elle affecte généralement les jeunes enfants. Le diagnostic de la maladie de Kawasaki est basé sur la présence d'au moins 4 des caractéristiques suivantes: injection conjonctivale bulbaire bilatérale, une rage polymorphe due à la sensibilité au soleil, lymphadénopathie cervicale, des changements de la muqueuse buccale, y compris les lèvres injectées ou fissurées, le pharynx injecté ou la langue de fraise, et modification des extrémités périphériques, y compris érythème des pommes ou des plantes, œdème des mains ou des pieds et desquamation péri-inguinale. De plus, ils ont de la fièvre depuis au moins 5 jours. Vous vous souviendrez que ces enfants s'écrasent et brûlent. Une complication grave de la maladie de Kawasaki est l'anévrisme de l'artère coronaire qui peut provoquer un infarctus du myocarde. Ainsi, un échocardiogramme est effectué au moment du diagnostic pour évaluer l'atteinte de l'artère coronaire. Le traitement repose sur les immunoglobulines intraveineuses et l'aspirine. Très bien, pour résumer rapidement, les éruptions cutanées infectieuses pédiatriques peuvent être divisées en types: maculopapuleuse, vésiculaire, péticieux ou purpurique et d'escamant. Dans les éruptions maculopapillaires, avec fièvre et éruption cutanée, il y a une éruption cutanée sur les joues et le corps dentelle. C'est un érythème infectieux dû au parvovirus B19. Si l'éruption commence sur le visage et se dirige vers le bas, recherchez un prodrome de toux, de coryza, de conjonctivite et des taches de compliques, auquel cas c'est la rougeole. Si le prodrome est une lymphadénopathie post-auriculaire et sous-occipitale douloureuse, alors c'est la rubéole. D'un autre côté, s'il y a de la fièvre, puis une éruption cutanée qui commence dans le tronc et se propage au visage et aux extrémités, c'est la roséole. Dans les éruptions vésiculaires, les vésicules couvrent tout le corps dans la varicelle, alors que dans le zona, elles se limitent à un seul dermatome. Et dans la maladie main, pied et bouche, elles n'affectent que 6 parties. La varicelle est une infection primaire à VZV, tandis que le zona est une réactivation du même virus. La maladie main, pied et bouche est causée par Coxsackie virus A, une éruption péticiale ou purpurique diffuse chez un enfant sceptique peut signifier une méningoxémie, alors qu'un purpura du membre inférieur et des fesses chez un enfant en bonne santé souffrant d'arthrite, de douleur abdominale et de glomérulonéphrite et le purpura de Enos-Conlan. Enfin, une éruption cutanée d'escamote qui commence sur le tronc et se propage vers l'extérieur peut être présente dans la scarlatine en raison des streptocoques du groupe A. Mais si cela commence à partir de l'aine et se propage au tronc et qu'il y a des symptômes de crash et de brûlure, alors c'est la maladie de Kawasaki.